Aujourd'hui, le Villard prend l'air à Hellessines. Nous sommes devant le magnifique château du domaine provincial et nous allons nous balader avec Philippe Amby. Alors Philippe Amby, c'est un chercheur, professeur à l'UC Louvain, chercheur en sociolinguistique et il va nous parler de la langue de l'école. Nous sommes à Hellessines, au domaine provincial, devant le magnifique château d'Hellessines, en compagnie de Philippe Amby. Bonjour, Philippe. Donc Philippe, tu es chercheur à l'UC Louvain, tu es professeur, tu as une formation de romaniste, je crois, et philosophie et lettres. C'est ça, ouais. Et donc tu vas participer à un projet de collaboration entre l'UC Louvain et le Villard, projet qui vise à faire se rencontrer des chercheurs et des artistes pour produire quelque chose qui serait quand même une façon de pouvoir communiquer au public le résultat de la recherche. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le travail des chercheuses et des chercheurs a du mal à arriver à parvenir peut-être au public lambda, on va dire ? Je pense qu'il a toujours eu du mal, entre guillemets. La spécificité, c'est qu'on cherche à contourner ces difficultés et qu'on invente, avec la collaboration de pas mal de personnes qui sont en dehors du milieu universitaire et donc notamment des personnes du milieu artistique, du théâtre et autres, des façons d'essayer de rendre ce savoir à la fois accessible, mais surtout de le mettre en relation avec des questions, des problématiques qui concernent le plus grand nombre. Et comment on pourrait décrire, parce qu'on parle souvent de la rigueur scientifique, etc. Qu'est-ce qui fait que le travail produit par une recherche universitaire, en quoi ce travail peut apporter quelque chose à l'ensemble de la société ? Dans son process, dans sa façon de fonctionner. Je pense qu'une des spécificités de notre travail, c'est qu'à un moment, on essaie de décrire la réalité telle qu'elle est et pas nécessairement, voilà, avec des procédures qui nous rapprochent de cette forme de connaissance, de ce regard qui ne dépend plus du point de vue que chacun peut avoir en fonction de son expérience propre. Et si on prend par exemple une réalité comme la réalité scolaire, évidemment on a tous des expériences qui peuvent être extrêmement différentes en fonction de notre trajectoire, etc. Et donc on a tendance, si on s'en tient à ce regard-là, à faire de sa réalité la réalité pour tout le monde. Et à un moment, l'intérêt du travail scientifique, c'est de documenter, c'est vraiment de pouvoir objectiver les choses et d'essayer de porter un regard qui soit qui ait cette pluralité, qui rende compte des expériences de tout un chacun et pas simplement de celles de quelques-uns ou quelques autres. Et de dépasser les opinions aussi. Alors voilà, en tout cas, ou de les nourrir, en tout cas de dépasser les opinions qui seraient fondées sur une vision de la réalité qui serait biaisée, qui serait partielle, et d'essayer de pouvoir forger son opinion sur le regard le plus réaliste, le plus fin, le plus précis sur la réalité. Et toi qui travailles dans le domaine de la linguistique, mais tu travailles beaucoup aussi sur l'école, tu as fait des expériences aussi dans des classes, etc. Est-ce que toi tu as le sentiment que ton travail, il est relayé par exemple au niveau politique? Parce que moi j'ai eu l'occasion de lire certains de tes articles en préparant cette rencontre et je me disais, mais au fond, je n'ai pas du tout le sentiment que les politiques qui sont mises en place tiennent compte de ce travail qui pourtant est effectivement un travail qui semble tout à fait rigoureux et qui n'est pas du militantisme. Alors, on a des relais, ou en tout cas on essaie d'en avoir. Après, la politique, ça reste une question de rapport de force. Donc je veux dire par là que même si on nous entend, c'est pas pour ça que je veux dire, c'est pas pour, enfin, ce qu'on propose ne dit pas nécessairement ce qu'il faut faire. Même par rapport au même regard sur la réalité, on peut décider que ceci est plus important que cela. La politique, c'est quand même le fait d'établir des priorités. Mais je pense que c'est pas qu'on n'est pas du tout entendu, c'est que au sens où c'est pas comme s'il y avait une absence de dialogue ou de lien. Il y a toute une série de dispositifs qui font que certains de nos travaux, pour ce qui concerne moi et mon équipe de recherche, certains de nos travaux ont été diffusés. On a eu l'occasion d'organiser des journées d'études ou des moments de rencontre avec des personnes qui sont soit au niveau directement politique, soit dans les administrations, etc.
Après, est-ce qu'on en tient compte ou pas? Voilà, ça reste le propre du jeu politique de prendre des orientations par rapport à un état du réel. Ah bah, justement, on va parler un petit peu plus de ton domaine de recherche en continuant notre balade ici à Hellessyne. Le Villard prend l'air à Hellessyne, au château du domaine provincial, et nous sommes en compagnie de Philippe Amby, chercheur UC Louvain en sociolinguistique. Et donc là, j'avais envie de te poser une question. Donc toi, tu travailles sur la linguistique, donc sur la langue, sur le langage, sur l'expressivité. On sait que l'être humain invente le monde qui l'entoure, hein, l'appréhende et le crée, le scénarise, lui donne sens, enfin, fabrique, construit ce sens. Et pour construire ce sens, les mots sont l'outil principal que nous avons. Et donc c'est d'ailleurs pour cela que les mots sont complètement empreints de notre culture. Et donc les mots, enfin, tu le dis, il me semble avoir lu dans l'article que j'ai lu, en l'occurrence, les mots c'est un vrai outil de pouvoir quand même. Oui, parce que c'est un outil à la fois de compréhension et d'expression de ce qui nous arrive, de ce qui nous entoure. Si on veut pouvoir à un moment exprimer que ce soit un sentiment, une opinion de manière précise dans la finesse, dans la nuance, il faut maîtriser les outils qui vont permettre de communiquer exactement ce qu'on veut dire et pas simplement de compter sur le fait que la personne va deviner. C'est-à-dire comme quand on dit à quelqu'un « mais tu vois ce que je veux dire ». On voit bien que quand on dit « tu vois ce que je veux dire », c'est précisément que donc je ne l'ai pas dit d'une manière qui te permet de le comprendre, de le saisir, mais tu vois à peu près. Et évidemment, il y a plein de situations de la vie quotidienne où ça suffit, où cela va sans dire, comme on dit aussi, c'est-à-dire où on peut se comprendre sans même avoir besoin que ça passe par les mots. Mais puis il y en a d'autres où en fait c'est indispensable, c'est nécessaire. Mais pour soi-même aussi, pour penser soi-même. Bien sûr, c'est-à-dire à la fois effectivement, en fait si on sait le dire à l'autre, on sait le dire à soi et inversement. En fait les deux sont, c'est aussi quelque chose qu'on constate, je ne sais pas moi, pour expliquer quelque chose, en fait il faut bien l'avoir compris. Donc, et effectivement parce que le travail de compréhension c'est quoi? C'est un dialogue intérieur où on va faire les questions et les réponses, commencer à préciser, à reformuler en fait. Mais ce dialogue on le fait avec des mots. Exactement. Donc il faut les connaître. Il faut les connaître et il faut à la fois les connaître au sens de maîtriser un certain lexique, mais surtout pouvoir s'interroger sur ces mots. C'est-à-dire se demander, oui mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux dire? Est-ce que c'est vrai? Ou quand on entend quelqu'un, oui mais il a dit ça, mais ok, est-ce que j'ai vraiment pris en compte ce qu'il a dit exactement? Ou est-ce que j'ai projeté ce que j'avais envie d'entendre ou ce que je croyais? C'est d'ailleurs souvent pour ça que dans les productions scientifiques, on a tendance à redéfinir les mots en début pour être sûr qu'on parle bien toutes et tous de la même chose. Effectivement, alors le discours scientifique, la communication scientifique, c'est vraiment un discours qui pousse à l'extrême cette exigence de clarté, de transparence, d'absence d'ambiguïté. Et on pourrait dire qu'au contraire, la conversation qu'on a avec des amis autour d'un verre, c'est là où c'est le moins important. Mais il y a toute une série de situations de la vie entre les deux où ce besoin est plus ou moins essentiel et où effectivement on peut ressentir ou pas le besoin, la nécessité de vraiment maîtriser cet outil au mieux qu'est le langage pour l'utiliser de la manière la plus fine possible. Et ça demande en tout cas des compétences que l'école est censée, en tout cas, en partie, transmettre. Oui, c'est ça. On va en reparler de ça. Mais il y a les mots et puis il y a la manière aussi de les utiliser parce qu'il y a des langues différentes. Donc là, c'est très évident. Enfin, je veux dire, on ne parle pas la même langue, etc. Mais même dans la langue française, il y a des tas de catégories de personnes, de populations qui ont une façon extrêmement différente de s'exprimer. Oui, alors il y a plein effectivement de variations dans la façon d'utiliser une langue comme le français.
ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces variations, parfois, elles peuvent uniquement porter, je vais dire, sur des aspects purement de forme, c'est-à-dire sans que ça ait un impact sur le sens. Je sais pas moi, que je dise yogourt ou yaourt, a priori, ça ne change rien, entre guillemets. Oui, on comprend. Ou que je le dise en allongeant ou pas ma voyelle, ou en parlant vite ou lentement. Bon, tout ça peut ne pas avoir d'impact sur ce qui va être communiqué et ce qui va être compris. Par contre, on a parfois l'impression que deux manières de dire une chose sont identiques ou sont équivalentes, alors qu'en réalité, non, il y en a une qui est vague et floue et l'autre qui est précise et nuancée. Donc, on va continuer de parler sur les façons diverses qu'on peut avoir de s'exprimer et en quoi peut-être aussi elles sont en lien avec des catégories sociales ou des catégories de population spécifiques, un petit peu plus loin ici dans le domaine des lessives. Le Villard prend l'air au domaine provincial des Lessines et nous sommes en compagnie de Philippe Amby, chercheur à l'UC professeur en sociolinguistique, enfin chercheur en sociolinguistique plutôt, et nous parlons de mots, on a parlé de mots, et là maintenant on va un peu parler de la manière, de la façon de les agencer parce qu'on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, en fait tout le monde ne parle pas le même. Il y a certaines catégories de la population qui parlent très différemment et qui ont d'ailleurs du mal parfois à se comprendre. Enfin, il y a des façons de parler pour moi où tout d'un coup, je n'ai pas les outils, je n'ai pas les éléments pour arriver à accéder à cette façon de parler. Néanmoins, ce n'est pas pour ça que ces façons-là de parler sont moins valables, en tout cas dans l'absolu, mais quand même, il y a des façons de parler d'une partie de la population qui est considérée comme étant la norme. On peut dire ça. Oui. Donc en fait, finalement, ces variations entre les langues, elles ne sont pas très différentes des différences qu'on a. Ces variations qu'on a à l'intérieur d'une même langue, elles ne sont pas très différentes des différences qu'on a entre les langues. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que chacun invente ou des mots nouveaux ou prend des mots existants pour désigner des réalités en leur donnant des sens nouveaux. C'est des processus qui se passent dans des communautés qui vivent ensemble, que ce soit, ça peut être une école ou à l'échelle d'une région, etc. Donc c'est des processus assez, tout à fait normaux, on va dire. Comme on peut avoir les belgicismes ou au Canada, des choses comme ça. Ce genre de phénomène. Mais au lieu de simplement constater que il y a des différences, comme pour les langues, on a plus tendance aujourd'hui à essayer de hiérarchiser les langues en pensant qu'il y a une langue qui serait plus proche, qui serait la langue divine ou ce genre de choses, comme on l'a fait historiquement. Mais on le fait quand même à l'intérieur des variétés d'une même langue, où là, on continue à avoir tendance, en tout cas, à essayer de hiérarchiser, à penser qu'il y a des façons de parler qui déforment le français ou ce genre de choses. Et donc c'est une problématique assez cruciale parce que ça pose la question justement de savoir, mais au fond, est-ce qu'on peut évaluer des façons de parler, penser qu'il y a des manières de parler qui sont meilleures que d'autres, ou en tout cas qui constitueraient davantage que d'autres une ressource pour les gens ou pour des élèves si on est dans le cadre scolaire, ou est-ce qu'au contraire, au fond, ces jugements, ces hiérarchies, ce ne sont que des manières de stigmatiser certains groupes sociaux, d'essayer de donner du prestige à d'autres. Donc ça pose des questions effectivement par rapport à ça. Oui, parce que sur quels critères peut-on dire à quelqu'un de jeune qui aurait un langage, je ne sais pas, un langage qui soit plus modélisé sur des langages type cité, enfin c'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est pour qu'on comprenne. Sur quelle base pourrait-on dire qu'il parle mal? Il faudrait, pour pouvoir affirmer ça, il faudrait pouvoir avoir des critères de sens pour dire qu'il utilise un mot inadéquat. Mais à partir du moment où son mot fait sens, ce n'est pas parce que je ne le comprends pas ou que je n'arrive pas à le comprendre qu'il parle mal. Exactement. C'est-à-dire que je me base sur ma norme à moi, qui est la norme dominante, mais en fait c'est un mauvais biais, si on peut dire. Alors effectivement, avoir des critères et les expliciter, parce qu'on pourrait encore discuter de ces critères, mais au moins, effectivement, on peut dire, je ne sais pas moi, on peut dire telle phrase, elle est moins précise qu'une autre, ou elle manque de nuances,
ou elle manque de clarté, parce qu'effectivement, parfois, quand on fait des raccourcis en parlant, comme je l'évoquais, c'est pas grave parce qu'on comprend déjà à moitié, mais dans d'autres contextes, en fait, c'est pas, le manque de clarté va poser un problème de communication. Donc là, on pourrait avoir ce genre de critères-là pour hiérarchiser. Mais ça, c'est des critères qui sont liés à la fonction même du langage. C'est-à-dire qu'on dit ceci est meilleur que ça parce qu'au fond, ça permet mieux de faire ce qu'on est censé faire avec cet outil qu'est le langage, c'est-à-dire communiquer, produire du sens. Oui, bien sûr. Quand, à l'inverse, on dit non, mais ça, cette forme-là, alors qu'on la comprend, alors qu'elle fait parfaitement sens, quand on dit mais non, mais ça ne va pas, c'est pas comme ça qu'on dit. Ouais. Et qu'en fait, le seul critère qu'on utilise pour condamner une forme, c'est de dire elle est nouvelle. Ouais. Bon, ça, en fait, ou que je ne la comprends pas. Ou je la comprends pas, ou moi je n'utilise pas ça. Et donc elle n'est pas correcte. Bon, ça, s'il fallait suivre ce critère-là, à ce moment-là, il faut se remettre à parler latin, parce qu'en fait, le français, ce n'est jamais que du latin qui a évolué spontanément au fil de l'histoire, justement parce que des gens se sont mis à déformer les mots, à utiliser des nouvelles expressions. Et si chaque fois il y avait eu quelqu'un pour dire « Ah non, mais ça c'est nouveau, ça ne va pas », alors on ne parlerait même pas français. Le théâtre, c'est un art de la parole, et donc c'est des questions qu'on se pose beaucoup aussi, des types, des degrés de langage dans les spectacles qu'on peut présenter. On va continuer à en parler ici un peu plus loin sur le domaine des lessives. Le Villard prend l'air aujourd'hui avec Philippe Amby. Nous sommes au domaine provincial des Lessines, entre des lamas et un anniversaire. Donc il y a de tout au domaine des Lessines. Donc Philippe Amby qui est chercheur à l'UC Louvain en sociolinguistique. Alors on a parlé des mots, on a parlé de la façon dont on les agence. On pourrait peut-être un peu parler de théâtre, puisque quand même ce qui nous rassemble ici, c'est quand même un projet de collaboration entre UC Louvain et le Villard, le théâtre Le Villard à Louvain-la-Neuve, où on a décidé d'avoir une démarche aussi de vulgarisation et de pouvoir aussi faire passer au public le travail de chercheurs UC Louvain avec un travail en collaboration avec des artistes. Mais je voudrais revenir à l'école et à l'école au théâtre parce que toi tu défends quand même, il y a plusieurs tendances. Il y a plusieurs tendances. Certains se disent il faut envoyer aux étudiants voir ce qu'ils aiment déjà, d'une certaine façon, voir ce qui leur parle et ce qui correspond à leur langage, et ne surtout pas les confronter à des auteurs comme Marivaux, comme Victor Hugo, comme Musset, comme Molière, auxquels de toute façon ils ne comprennent rien, et que finalement, toi tu n'es pas de ceux-là. Alors en tout cas, je pense que j'essaie d'avoir une position nuancée et qui essaie de retrouver l'essentiel derrière la démarche d'emmener en fait des élèves au théâtre. C'est-à-dire, je pense qu'il y a effectivement une tendance, une espèce de tradition assez ancienne dans l'enseignement de la culture, de la dite grande culture, et dans l'enseignement de la littérature à l'école, et le fait d'amener des élèves au théâtre, qui serait avec une volonté de les confronter à ce qui va justement être considéré comme au fond une culture, une forme de langage qui serait intrinsèquement supérieure. On ne sait pas trop pourquoi, à nouveau juste peut-être parce qu'elle est plus ancienne, alors elle est meilleure en soi. Et au fond, comme si le fait juste de mettre les élèves en contact avec cette culture-là, ça allait leur faire du bien, ils allaient spontanément s'imprégner de cela et devenir des meilleures personnes. Donc c'est pas toujours très bien, c'est pas toujours très, très motivé, très réfléchi. Et je pense que les excès, ou en tout cas le caractère sans doute un peu formel, un peu superficiel de cette démarche, entraîne parfois la réaction inverse, qui est effectivement de dire mais en fait ça n'a aucun sens, ça ne le parle pas, c'est juste voilà, un peu passéiste, c'est juste traditionnaliste comme démarche, et donc en fait abandonnons tout ça. Et je pense qu'on peut trouver une espèce d'alternative dans la manière de penser les choses, qui consiste à se demander mais en fait est-ce qu'il n'y a pas, dans le fait d'amener les élèves dans un environnement qui leur est moins familier, mais où ils doivent découvrir justement des façons de penser, de parler, des façons
d'être en rapport avec le monde, avec le sens, avec ce qu'on vit, toutes ces façons qui sont différentes de celles qu'ils connaissent, c'est quelque chose à gagner, à les familiariser petit à petit avec ça et à voir les potentialités que ça peut ouvrir pour eux. Et je pense que si on commence à réfléchir comme ça, on ne se demande plus si c'est un texte du XVIIe ou un texte contemporain, etc. On se demande est-ce que c'est un texte qui peut avoir cet effet-là, de les ouvrir à quelque chose de nouveau, pas juste de les confronter à quelque chose qui va juste les faire se sentir minables et illégitimes dans un lieu théâtral, mais plutôt quelque chose qui va les appeler à s'ouvrir à quelque chose de nouveau. D'où l'importance de la médiation, d'où l'importance de préparer, peut-être, donc à la fois il semble important de donner la possibilité aux élèves d'accéder aussi à ces types d'expressions, à ces types de langage, savoir qu'ils existent, qu'ils puissent enrichir leur vocabulaire, leur expérience, leur rapport au monde, effectivement. Mais aussi, ça doit s'apprendre. Comme d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, peut-être nous-mêmes, parfois, on doit apprendre on ne comprend pas toujours le langage de certaines catégories de la population. Ce n'est pas pour ça que ce langage n'est pas valable et on doit aussi faire un effort, produire un effort pour l'apprendre. Et finalement, il ne faut pas avoir peur de cet effort. Non, au contraire, je pense que c'est sans doute la mission de l'école que d'apprendre à faire des choses qu'on ne sait pas déjà faire. Donc je pense que précisément, c'est là pour moi le travail de médiation par rapport au théâtre, c'est là que la dimension pédagogique se joue vraiment, qu'on va vraiment développer quelque chose qui va permettre d'avoir les outils pour pouvoir recevoir ce qu'on leur propose. Et de faire ce pas supplémentaire qui leur est demandé, mais qui nécessite un accompagnement pour pouvoir vraiment savoir où on met les pieds quelque part. Ouais. Bah, écoute, on va se quitter là-dessus. Je vais juste rappeler la date à laquelle tu vas venir faire la conférence, c'est la langue de l'école, c'est ça, les langues de l'école. Tu vas faire ce travail en collaboration avec Anne-Pascale Clérambourg, qui est metteuse en scène, et qui va d'ailleurs mettre en scène le spectacle Poumon de Duncan Macmillan au Villard cette saison. Et ce sera le 17 février. Et ce sera aussi l'occasion d'inaugurer le nouveau bar du Villard, dans lequel on va faire plein d'activités, puisqu'il est assez spacieux et assez agréable à vivre, avec ses grandes baies vitrées, etc. Donc ce sera aussi l'occasion d'inaugurer l'autre saison, donc les autres activités dans ce lieu. Bah, merci beaucoup pour cette balade avec ici plaisir. à Lucine, et bon, à très vite alors. À bientôt.